Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur LEC-TV, donc la télévision de l'Annester en commun. Donc c'est la deuxième émission de l'Annester en coulisses. A priori on a adopté ce nom. Voilà, donc le contexte de cette émission, c'est que on a un travail en tant qu'élu. Moi, je suis conseiller municipal de l'Annester en commun. Et donc il y a tout un travail de commission municipale qui sont effectués en amont des conseils municipaux. Et donc ce travail est mené en commun au sein de plusieurs personnes qui travaillent les bordereaux. Et donc au cours de cette émission, on va vous présenter un petit peu tout ça, donc les coulisses de l'Annester. Oui, donc là c'est notre deuxième émission, on est encore un peu à notre coup d'essai. On n'a pas eu trop de retours sur la première vidéo de l'Annester en coulisses qu'on a publiée la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous donner des pistes pour nous améliorer. On n'a pas eu de retour, on n'a pas eu beaucoup de retours, mais par contre on a vu quand même, c'est le cas, qu'il y avait pas mal de visionnages sur YouTube. Donc nous, ça nous encourage à persister dans cette voie-là, parce qu'on se dit, si on était à peu près à 250 vues, plus ou moins au bout d'une semaine, donc on se dit, il y a quand même des gens qui regardent et ça doit intéresser des gens. Alors certes, les vidéos sont parfois un peu longues, donc peut-être que vous visionnez peut-être en plusieurs fois. Et ça n'est que l'introduction. Et ce n'est que l'introduction. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous donner des conseils, peut-être pour nous améliorer, ou ne serait-ce des commentaires, ce que vous en pensez, ou même sur le fond, sur ce qu'on dit comme sujet. N'hésitez pas à laisser vos impressions. D'autant que là, on essaie progressivement en fait, d'apporter du fond politique. En fait. Là, il y a ce travail de commission qui peut être un peu technique. Mais là, vous allez voir au cours de l'émission, avec Yann, on va parler des choses un peu plus larges par rapport au changement climatique, par rapport à des enjeux de gentrification, de changement de population. Enfin, il y a vraiment des choses poussées. C'est vrai que la première vidéo, on était beaucoup sur les questions qu'on avait sur les bordereaux qu'on obtenait pour les préparer les commissions. Alors qu'aujourd'hui, même si c'est toujours le cas, c'est vrai qu'on élargit un peu plus à nos prises de position aussi par rapport à Annester en commun. Et donc aujourd'hui, on va étudier 3 commissions qui ont eu lieu cette semaine. Donc la première, c'est la commission travaux, voirie, végétalisation de la ville et propreté urbaine que j'ai préparée. La deuxième, ça va être la commission finances communales, administration générale et commerce de proximité, dont les documents ont été préparés par Johanna. Et la dernière commission va être celle sur l'aménagement urbain et mobilité et transition qui a été préparée par Romaric. Eh bien, on vous souhaite un bon visionnage. Et puis à tout à l'heure pour la conclusion. Et puis on enchaîne sur la commission, donc travaux, voirie, etc. C'est parti! Alors Yann, tu vas nous parler de la première commission, donc travaux, voirie, végétalisation de la ville et propreté urbaine. Donc on va voir les différents points qui ont été abordés dans cette commission dans l'ordre. Alors je te laisse commencer. Oui, alors donc bien sûr, je le rappelle, mais je vais aborder seulement les points où nous on avait des remarques ou des questions. Cette commission travaux, donc moi j'ai commencé à l'aborder bien sûr en regardant l'ordre du jour. Et ce que j'ai noté dès l'ordre du jour, c'est que le point numéro 2, qui portait sur le budget 2021, c'était indiqué à côté, entre parenthèses, ce bordereau sera présenté lors de la commission. Donc, il était absent des documents préparatoires à la commission. Et alors moi, forcément, en préparant ces documents, je connaissais pas la raison pourquoi c'était pas avec les autres documents. Donc voilà, il y avait peut-être une excuse, une justification tout à fait plausible à ça. Mais pour moi, en fait, j'ai trouvé ça assez décevant que ce soit pas avec les autres documents, parce que en fait, ça implique aussi que l'absence de ce document sur le budget, donc qui est quand même un document très important puisqu'il évoque en fait le budget de toute l'année 2021 pour cette commission. En fait, nous, pour l'Annester en commun, on ne va pas pouvoir préparer cette commission correctement s'il nous manque des documents. Si ce document a été présent,
moi j'aurais pu l'analyser, j'aurais peut-être pu avoir des questions. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir le travailler en avance, et le fait que toi tu vas le découvrir au moment de la commission, en fait, on va pas avoir le recul pour poser certaines questions, et c'est après coup, quand on va l'étudier entre la commission et le conseil municipal, on va peut-être avoir des questions, mais dans ce cas-là, ces questions, on va les poser au moment du conseil municipal. Et donc, ça va allonger la durée du conseil municipal, sachant que le conseil municipal dure parfois assez longtemps, comme il y a beaucoup de... Surtout lors du débat d'orientation budgétaire qui va avoir lieu... voilà, lorsqu'il va avoir lieu durant ce conseil municipal. Ouais. Donc, voilà, moi, en plus, et puis, ça m'a mis aussi dans un état d'esprit pour le reste de la commission, comme quoi, bon, j'étais pas énervé, mais bon, j'étais pas non plus... c'était pas confortable pour préparer une commission de ne pas avoir les documents. Voilà, de ne pas avoir tous les documents, c'est vrai que c'était pas forcément très confortable pour préparer cette commission. Et donc il se trouve que on n'est pas les seuls à avoir ce regret, hein, parce qu'on l'évoquera dans les commissions suivantes. Il y a d'autres documents qui n'ont pas été envoyés effectivement sur l'aspect budgétaire. Et ce qui m'a été notifié pour cette commission, c'est que les documents n'étaient pas finalisés avant la commission. Donc ils n'ont pas pu nous être transmis. Et donc la présentation a eu lieu pendant la commission. Donc on avait un diaporama qui était difficile à lire, hein, mais qui nous a été envoyé au moment de la commission, c'est-à-dire on arrive en commission vers 18h. À 18h10, on reçoit le diaporama, on l'ouvre et on découvre en même temps que l'agent fait la présentation. Quoi qu'il en soit, je vais faire une petite présentation rapide du contenu que tu n'as pas pu voir. Donc, sachant que la commission travaux, voirie, végétalisation de la ville et propreté urbaine, ça représente entre 2 et 3 millions d'euros par an. Donc, ça nécessite des arbitrages. Comme toutes les commissions, il y a des choix qui sont à faire pour que ça rentre dans le budget global. Donc, on a pu voir l'aspect espace vert, par exemple, avec le plan de gestion différencié qui sera finalisé au premier semestre 2021. La gestion différenciée, qu'est-ce que c'est? C'est une gestion différente des espaces verts. Plutôt que de mettre des pesticides, des choses qui bouillent le sol, et on va avoir une gestion différente, c'est-à-dire plutôt que de tondre systématiquement, on va pouvoir laisser pousser ce qu'on appelle les mauvaises herbes. On va pouvoir tondre seulement une partie et ça peut permettre d'apporter de la biodiversité. Ça, c'est des choses qu'on peut observer dans la rue, dans les espaces verts, dans les cimetières également. Et donc, ça a été l'occasion d'aborder le label 4e fleur. C'est quelque chose qu'on peut voir quand on rentre dans la ville de Lanester. En dessous le panneau d'entrée d'agglomération, tu as les 4 fleurs, etc. Et en fait, on se posait la question de est-ce que ce label il correspond à des enjeux de biodiversité, de bien vivre, etc. Ou est-ce que c'est purement esthétique, c'est bien d'avoir des fleurs et du coup ça nous incite à consommer plein d'eau, à faire des fleurs annuelles, etc. Donc, il y a eu un échange un peu entre tous les élus là-dessus et ce qui a été... Moi j'ai évoqué l'aspect biodiversité et comestible qu'on avait mis dans notre programme pour qu'il y ait par exemple des fruits, des légumes, etc. Et plus d'insectes, plus d'oiseaux. Et donc il y a une réflexion par les services pour qu'on aille vers soit continuer le label 4e fleur s'il a évolué, soit aller vers d'autres labels qui privilégieraient l'aspect biodiversité. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc affaire à suivre. Sur l'aspect bâtiment, le maire a indiqué quelque chose d'intéressant, c'est que la priorité ça va être de rénover le patrimoine. Donc sachant que sur le bâtiment en fait on peut construire des nouvelles choses telles que quai neuf, mais à un moment, il faut l'entretenir tout ça. Et si on ne l'entretient pas, au bout d'un moment, ça coûte très cher. Parce qu'un bâtiment qui s'écroule, c'est plus cher qu'un bâtiment qui a eu les travaux à temps. On a évoqué notamment la question de l'hôtel de ville, par exemple. Donc ça a été l'occasion de rappeler l'histoire de Lanester. Donc l'hôtel de ville actuel a été inauguré en avril 1992. Et donc il y aura des choses à faire en termes de désamiantage, parce que l'amiante, c'est interdit depuis 1997. Je vous laisserai faire vos recherches à ce sujet. Et donc, il y a une étude de réaménagement du hall qui est prévue, ce qui coûtera 12 000 euros. Donc, je ne sais pas si c'est lié à l'amiante en tant que tel, mais en tout cas, il y aura des travaux effectués sur l'hôtel de ville. Sur la toiture, il y a des projets de panneaux photovoltaïques. Sur l'éclairage aussi, on en a parlé, parce que les Lanestériens ont pu remarquer récemment que l'éclairage a changé. La façade était bleue, donc ça c'était pour la journée internationale de l'enfance. Oui. Mais il y a cette idée d'investir dans des équipements qui permettraient de varier les couleurs. Parce qu'actuellement c'est seulement du bleu,
je crois que d'un point de vue technique, il faut changer le système d'éclairage, etc. Donc, essayer d'investir dans un système qui permette de faire différentes couleurs. On pourra très bien avoir le drapeau arc-en-ciel pour la journée des fiertés, par exemple. On pourra avoir... selon les événements, en fait, voilà. pouvoir changer et mettre un événement à l'honneur, par exemple. Ouais, genre le mois de la biodiversité, pourquoi pas illuminer en vert, puisque le vert est associé à l'écologie, etc. Et donc avec de la LED, ce qui permettrait de réduire la facture aussi d'électricité. Mais tu vois, j'étais même pas au courant qu'il y avait un mois de la biodiversité qui existait. Ouais, d'ailleurs ce mois de la biodiversité a été décalé cette année en raison du Covid. Donc ça doit se tenir, je crois, en juin normalement. Donc en fait, il y a la semaine du développement durable, etc. Il y a plein de choses qui ont été fusionnées ensemble pour former ce mois de la biodiversité et du développement durable. Et donc il y a plein d'animations qui sont mises en place par les collectivités, par des associations à cette occasion. Et ça a été décalé au mois de septembre, dès que ça a été possible de le faire. Et donc il y a différentes activités qu'on puisse faire. Et changer la couleur de l'hôtel de ville à cette occasion, ça peut être une option. Ou alors l'éteindre tout simplement, parce que l'éclairage ça coûte. Et voilà, c'est des choses comme ça qu'on apprend aussi en commission. Je vais passer à l'aspect voirie. Il a été question des radars pédagogiques. Ça s'est sorti dans la presse. Il y a eu un contrôle il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était rue Jean Jaurès ou avenue Ambroise Croizat, où les policiers municipaux ont pu tester leurs nouveaux équipements. Il a été souligné le fait que le conseil départemental est plutôt muet par rapport à des questions d'investissement partagé. Il y a des choses qui concernent à la fois la commune, mais plus largement l'ensemble des citoyens du département qui peuvent passer par la ministère sur les enjeux de trottoirs ou de réaménagement des routes. Voilà, il y a un souci de communication avec le département pour une question peut-être d'étiquette politique. En tout cas, François Boulard est en place depuis un certain temps. Ça va changer l'année prochaine, puisque les élections départementales en juin, si elles ne sont pas encore décalées. Rappelons que François Boulard est le président du département, c'est ça? Voilà, président du conseil départemental depuis un petit moment. Depuis trop longtemps, on va le dire. Voilà. Et donc, voilà, pour continuer sur l'aspect voirie, en termes d'investissement, donc sur les trottoirs, il y a 15 000 € qui étaient investis en 2019, 25 000 € en 2020, et l'année prochaine, 75 000 € sont prévus. Alors pourquoi cette hausse d'investissement? C'est pour améliorer la qualité des trottoirs et aussi les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça, j'estime qu'à un moment, il faut y passer, quoi, parce qu'il y a aussi cette problématique des véhicules qui peuvent se garer sur les trottoirs, donc il y a une réflexion à faire pour que chacun soit libre aussi de se déplacer. Et donc, tout ça pour dire que toutes les différentes choses qu'on a pu voir, que ce soit espace vert, bâtiment, voirie ou autre, ça sera traité, ça sera tranché lors du débat. Alors ça sera évoqué lors du débat d'orientation budgétaire qui va se tenir jeudi prochain. Il y aura une commission avant février pour revenir sur les arbitrages qui auront eu lieu par secteur. Et donc le vote du budget qui devra avoir lieu à l'issue, donc en février. Donc on verra plus précisément qu'est-ce qui aura été retenu. Donc voilà pour tout l'aspect budget que tu n'as pas pu préparer. Il y a peut-être des questions qui nous viendront aussi qu'on posera au conseil municipal. Donc c'est dommage effectivement de ne pas avoir les documents à l'avance. On peut passer à la suite, le point 3 de la commission. Oui, alors le point 3 de la commission était le rapport d'activité de Morbihan Énergie pour la commune de Annester. Donc Morbihan Énergie, qu'est-ce que c'est? Alors si j'ai bien tout saisi, parce que je connais déjà, en fait j'ai pris la commission travaux, mais sachant que je connais quasiment rien dessus de base. C'est l'occasion aussi d'apprendre. Voilà, après, en fait, j'apprends sur le tas et après des fois, il y a des trucs aussi peut-être que je comprends mal et puis bon, voilà. Mais donc ce que j'ai saisi de Morbihan Énergie, c'est que c'est un syndicat qui s'occupe de la régie des réseaux énergétiques pour les différentes communes du département, si j'ai bien compris. Et en fait, ce syndicat, Morbihan Énergie, entre autres, s'occupe de la régie de plus de 200 communes, je crois que c'est 250 ou 270 communes du département, donc ce qui est quand même assez énorme. Et donc en fait, ils sont obligés, avant la fin de l'année, d'envoyer leur bilan par commune pour l'année 2019 à chaque commune respective, et que ce bilan soit vu
au moment du dernier conseil municipal, avant le 31 décembre, en fait. Les documents qu'ils ont envoyés relatifs à Nester, il y avait plein de tableaux, de petits graphiques sur la consommation énergétique à Nester. Et moi, j'ai relevé un chiffre comme quoi il y avait 73 personnes ou 73 habitations à Nester qui étaient mal alimentées en basse tension. Alors, moi, ça m'a fait poser plein de questions par rapport à ça. C'est sûr que par rapport au nombre d'habitants à Nester, c'est un chiffre assez infirme. Ça correspond à 0,57% des Nestériens qui sont des clients, pour reprendre leurs termes, qui sont mal alimentés. Et en même temps, donc c'est vraiment infirme. Et en même temps, je me dis, pour l'année 2019, 73 personnes, juste pour la commune de Nester, pour moi, c'est vrai que alors qu'on se dit l'électricité en 2019 c'est à la portée de tous et tout, et en fait se dire 73 personnes juste sur un Nester qui sont mal alimentées, c'est quand même pas rien non plus. Ce qui t'a du coup amené à une série de questions. Là tu vas les formuler pour que tout le monde en ait connaissance. Et je le dis d'emblée, on n'a pas eu de réponse tout de suite, parce que les questions sont assez précises, donc les services n'ont pas pu répondre au moment de la commission, et donc tout ça est transmis par courriel. Donc on aura une réponse par la suite et on n'hésitera pas à revenir dessus si c'est intéressant. Voilà, mes questions étaient en effet assez pointilleuses. Déjà en fait, par rapport à la mauvaise alimentation, qu'est-ce que ça signifiait? Est-ce que ça veut dire que ces 73 personnes reçoivent peu d'électricité, ou est-ce que ça se traduit par des coupures fréquentes? Est-ce que ces problèmes d'alimentation sont liés à la qualité du réseau, ou est-ce que c'est lié aux installations de ces clients particuliers? Également, par rapport, je me demandais, par rapport à l'année précédente, l'année 2018, quelle est l'évolution? Est-ce que c'est une augmentation du nombre de clients mal alimentés, ou est-ce qu'il y a une diminution? Et par rapport à cette évolution, par rapport au nombre de clients en 2018 qui étaient mal alimentés, quel était le chiffre en 2018 de ces clients mal alimentés? Et puis une autre question un peu plus, sur une zone plutôt géographique. En fait, est-ce que c'est les mêmes clients qui d'une année sur l'autre sont mal alimentés? Est-ce que cette mauvaise alimentation, ces 73 personnes sont à peu près regroupées dans une zone géographique proche, ou est-ce que c'est éparpillé un peu sur l'ensemble de la commune? Oui, est-ce qu'elles sont plutôt aussi en campagne, dans des lieux dits, ou est-ce qu'elles sont en plein centre? Ou est-ce que c'est sur un même quartier? Est-ce que ces problèmes sont récurrents chez les mêmes clients, ou est-ce que c'est des personnes qui d'une année sur l'autre en fait n'ont rien à voir? Donc voilà. Moi j'ai eu vraiment une série de questions assez détaillées, et comme tu expliquais, t'as pas pu avoir les réponses. Oui, parce que moi du coup après la présentation du bordereau, j'ai annoncé qu'il y avait cette série de questions, je les ai posées, et puis là je voyais le maire, parce qu'il était là, en train de se dire... voilà. Puis l'agent qui était à côté, je les comprends, à un moment on peut pas répondre au pied levé à toutes les questions. Mais voilà, on vous tient au courant du coup sur la suite de ces 73 personnes qui seraient mal alimentées en électricité à la Nester. Alors ensuite, moi j'avais noté une autre remarque. Bon, toi tu as considéré qu'il n'y avait pas forcément besoin de te poser en question. Mais en fait, par rapport toujours à Morbihan Énergie, donc après en fait c'est à peu près 3 pages sur la consommation et sur le réseau électrique à Nester. Et ensuite il y a eu le document, le rapport d'activité de Morbihan Énergie, mais sur l'ensemble du département, sur l'ensemble de leur activité sur le département. Et en fait, ce document prenait quand même 14 pages, je crois. J'ai noté 14 pages. Et en fait, comme c'était pas relatif à Nester, que c'était un contexte beaucoup plus global, moi je me suis posé la question de la pertinence de l'inclure dans les bordereaux de la commission, car il y avait déjà beaucoup de pages. L'ensemble des documents était déjà assez élevé en termes de pages et de lecture. Et en fait, voilà, moi je me suis posé la question de la pertinence, et puis toi, voilà. Ouais, moi je me suis dit, en fait, si j'ai le malheur en commission, après avoir posé la série de questions, etc., de dire, finalement le document que vous avez donné là,
tu sors pas à grand chose. Je suis sûr qu'il m'aurait retourné, en fait, que s'il ne l'avait pas mis, on aurait posé la question, pourquoi ce document ne figure pas donc voilà, c'est aussi l'équilibre à trouver en tant qu'élu minoritaire sur comment on formule les questions. Mais ça arrive de temps en temps qu'on ait des fois un rapport d'activité, des gros documents comme ça. Tu le lis, tu dis, en fait, ça ne concerne pas vraiment la Nester, quoi. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait ces 3 pages, effectivement, qui soient plus centrées sur la Nester. Oui, par contre, c'est vrai que effectivement, les pages propres à la Nester étaient présentées avant, et donc effectivement, moi j'avais tout ce qui m'intéressait était présent sur ces pages, et effectivement, j'ai pu les analyser en détail. Et après, en fait, il y a eu ça, et en fait, quand j'ai eu 14 pages à lire, et en fait, j'essayais de trouver des trucs sur la Nester, et j'étais, mais où est-ce que c'est dessus? Voilà. Mais bon, voilà. C'était plus généraliste. Voilà, après, c'est vrai que, par contre, pour comprendre effectivement ce que c'était Morbihan Énergie, c'est vrai que pour moi, c'était effectivement, pour replacer dans un contexte plus global, c'était intéressant par contre. Et du coup, l'année prochaine, tu seras moins surpris. Ouais, si tu te demandes, tu diras, oui, Morbihan Énergie, c'est ça. Ouais. Puis on passera le mot aussi aux copains qui seront amenés à travailler cette commission pour la suite. C'est comme ça aussi qu'on avance en commun. On bute un moment et puis ensemble, on passe outre. Donc on passe. La suite, c'était l'aspect voirie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors sur l'aspect voirie, en fait c'était sur le programme de 2021 relatif à voirie, et en fait qui comprend également, en fait il y avait un tableau. Il y avait un tableau sur le programme de 2021, sur les travaux à faire, et il y avait également sur ce même tableau une partie des travaux effectués en 2020. Donc il y avait sur le même tableau, il y avait 2020 et 2021. Sur les travaux à réaliser ou déjà réalisés. Et alors, bon, après, ça, c'était une question vraiment, un peu technique. En fait, sur les sommes, il y avait 2 colonnes. Une première colonne, en fait, qui mentionnait les travaux pour chacune des voiries, avec une somme, où il y avait une somme propre à chaque voirie. Pour donner un exemple concret, la rue de Kermorvan, surface de 1060 mètres carrés, coût total 12 692 € et 70 centimes. Voilà, c'est ça. Et le cumul, la même chose. Et voilà, il y avait la colonne de droite qui est le cumul, et en fait, ce que je comprenais pas, c'est la colonne de gauche. Donc il y avait une somme différente à chaque fois, pour chacune des voiries différentes où il y allait avoir des travaux. Et par contre, la colonne de droite, où c'était noté cumul, en fait, la somme ne correspondait pas à la colonne de gauche. Sauf pour la première ligne. Sauf pour la première ligne. Ouais. Et en fait, moi, donc je comprenais pas, et des fois, il y avait quand même un différentiel assez important. Des fois, c'était des différentiels de 300 000 € ou des trucs comme ça. Ouais, par exemple, sur la rue Vincent Van Gogh, là, c'est ça? Et Berthe Morisot. Voilà. C'était marqué pour le coût des travaux de cette rue, c'était marqué 72 566 €. Et en fait, au niveau du cumul, c'était marqué 500 000 € 868. Et un gros différentiel. Voilà. Moi, je comprenais pas. Et en fait, ce qu'on t'a apporté comme réponse, oui, c'est tout bête. En fait, c'est une compréhension de comment est formulé le tableau. En fait, pour chaque ligne, il cumule la ligne précédente, enfin toutes les lignes précédentes. Donc en fait, les 500 000 € en question, c'est la rue Vincent Van Gogh, c'est la rue de l'Étang, c'est la rue du Guerne, c'est la rue du Blavet, c'est la rue du Pérouse, etc., etc. En fait, c'était pour avoir une vue d'ensemble du coup. Voilà. Et des fois, c'est ça aussi nos questions en commission, c'est de bien comprendre les documents qui nous sont donnés. Et donc les 501 000 € 869 que j'ai vu à la rue Vincent Van Gogh, en fait, ça correspond à l'ensemble des dépenses occasionnées pour les travaux de voirie 2020 et 2021. Voilà. Ouais, 2021 du coup, ouais, c'est ça. Parce qu'on avait 2019, 2021. Et ouais, du coup, l'ensemble des rues additionnées, ouais, c'est ça. Et il y avait une petite question aussi à l'occasion de ce point voirie sur les déplacements doux, qu'est-ce qui est fait en termes d'aménagement. Et le maire a souligné un chiffre que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 500 000 € qui sont investis là sur les déplacements doux. Alors je ne sais plus sur quelle durée c'est étalé, mais en tout cas c'est multiplié par 10 cette année. Donc là on va vraiment sur quelque chose d'intéressant pour permettre les mobilités douces. Qu'est-ce que c'est une mobilité douce? C'est le vélo, c'est la marche, c'est la trottinette, c'est le skate, c'est tout ce qui n'est pas un véhicule thermique qui pèse une tonne 5. Voilà.
Donc c'est assez intéressant qu'on se mette à jour à Lanester, et ça fera aussi une continuité avec Lorient, parce qu'il y a pas mal d'aménagements qui se font entre le centre-ville, les bords du Scorff, etc. Et il y aura une meilleure cohérence urbaine et plus de facilité aussi pour que les gens se mettent au vélo. C'est aussi ça les commissions, c'est de parler de choses concrètes sur les mobilités. Alors, ce que tu me dis là, ça m'amène à une petite question. Ouais. Donc, en fait, c'est cette année, donc les dépenses relatives aux mobilités douces a été multipliées par 10, c'est ça? Oui, si j'ai bien compris. Alors c'était un petit point de la commission rapidement, c'était pas à l'ordre du jour, mais ça a été souligné par le maire à l'occasion d'une question. D'accord. Et en fait, moi, ça m'amène donc à une remarque. C'est en fait, même si l'ancienne maire Thérèse Thierry et le maire actuel Gilles Carix viennent donc de la même majorité, de la Lanester Nouvelle Citoyenneté. En fait, on voit peut-être quand même une certaine évolution de la tendance avec le maire actuel, qui en fait, dès sa première année de mandature, a décidé de mettre peut-être un axe différent sur la mobilité douce par rapport à l'ancienne maire. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plus volontaristes sur l'aspect développement durable, que ce soit sur les mobilités ou sur l'aspect biodiversité. Il y a des messages qui sont plus flagrants. Après, on verra comment ça se traduit plus globalement. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai des critiques à formuler, pas forcément sur cette commission, mais sur d'autres choses qu'on verra par la suite. Mais je trouve ça bien, parce que ça montre une bonne direction. Et ça, on le soulignait de toute façon pendant la campagne municipale. C'était pas un secret, puisqu'on avait rencontré aussi cette majorité municipale avant de lancer la Lanester en commun. Il y avait ce constat que sur le plan programmatique, pour nous, ça n'allait pas suffisamment loin, mais on allait dans le bon sens, quoi. Et c'est des choses qui sont plutôt positives, qui nous permettent aussi de ne pas être simplement une opposition, mais d'être un groupe minoritaire constructif, qui permet d'appuyer un peu plus sur ce curseur-là. Après, on peut se poser des questions aussi sur ce changement dans la continuité qu'ils assumaient. Ils ont plein d'équilibres à trouver, mais ça souligne. C'est vrai que, moi j'ai fait la remarque parce que c'est vrai que ça correspond un peu aussi à nous, ce qu'on met en avant. Et puis, comme tu dis, ça montre aussi les points communs qu'on peut avoir avec la majorité actuelle. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur les mobilités douces, nous, on avait prévu en toute fin de campagne de faire un point fort en invitant différents acteurs des mobilités, vélos, etc., sur le transport en commun. Vous voulez faire une vélorussion sur la Lanester, c'est-à-dire tout le monde se met en vélo. Et on fait un petit cortège comme ça, un petit tour dans le centre. Finalement, le Covid est passé par là. On s'est dit que c'était peut-être pas la bonne idée de rassembler du monde et on avait dû l'annuler. On n'avait pas trop pu communiquer là-dessus, hormis un petit flyer sur la volonté de rendre du transport en commun gratuit. Donc maintenant, on va passer à la suite de la commission, donc notamment l'éclairage public. Oui, tout à fait. Il y avait un point, un bordereau sur l'extinction nocturne de l'éclairage public. Et moi, en fait, donc j'avais la petite remarque puisque ça fait quand même maintenant plusieurs années, je crois que l'éclairage public en fait est éteint à partir de 23h, c'est ça, en semaine, et minuit le week-end, je crois. Alors, je ne sais plus exactement, en tout cas, le principe c'est que tout l'éclairage public est éteint la nuit à partir d'une certaine heure, sauf sur certains grands axes. Voilà, certains axes restent en permanence allumés, et moi je me suis posé la question, comment ces axes ont-ils été déterminés? Parce que il me semblait pertinent pour moi d'évoquer la situation de la rue Marcel Samba, qui est éteinte la nuit comme la majorité de la commune, mais pourtant en fait la rue Marcel Samba fait la jonction entre des axes qui sont éclairés, avec d'un côté l'avenue Kessler et de l'autre côté l'avenue François Billoux, et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la rue Marcel Samba, ça semble quand même un axe assez important à la Lanester, pourquoi ce ne serait pas comme l'avenue Jean Jaurès, un axe perpendiculaire qui lui aussi serait éclairé? On a fait un point assez intéressant sur l'aspect éclairage, et donc j'ai posé cette question, et il se trouve qu'en fait il y a un problème technique avec l'avenue Marcel Samba, c'est que l'armoire de commande qui commande donc l'éclairage de cette rue-là ne permet pas de maintenir éclairée seulement cette rue. Ça éclairerait d'autres rues adjacentes, et ça ne serait pas cohérent dans cette idée de maintenir éclairé seulement les grands axes. Et du coup,
concrètement, il y aurait la rue Marcel Samba, il y aura plein de rues à côté, certaines qui seraient éclairées, d'autres pas. Et donc les gens, je pense qu'ils auraient du mal à comprendre. Donc il y a un travail qui est fait pour moderniser en fait ces tableaux de commande. Et ce que j'ai compris, c'est que l'objectif, c'est que Marcel Samba puisse être à terme éclairé au même titre que Kessler de Villers ou que la rue Jean Jaurès. Donc là, c'est vraiment... c'est un problème technique. Voilà, c'est un problème technique et à un moment, ça prend du temps de moderniser tout ça. Parce que c'est... Moi, je suis pas un expert en électricité, mais les tableaux de commande, il y a plein de raccordages à faire, etc. Ça a été l'occasion aussi de dire que... Enfin, certains élus ont fait remarquer que parfois, il y a des rues qui sont éclairées en plein jour, quoi. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça. Oui. Moi, ça m'est arrivé de voir, je crois que c'est à Kessler, à un moment, c'était éclairé, je me suis dit, mais c'est bizarre, quoi. Et en fait, c'est lié à la maintenance, tout simplement. Et donc, c'est justement pour arriver à ce type d'évolution technique sur les tableaux de commande, etc. Donc, si vous voyez votre rue ou une rue à Lanester qui est éclairée en plein jour, c'est très probablement en raison de la maintenance qui est effectuée et ça peut prendre plusieurs jours. Donc, voilà. Voilà pour l'éclairage. Voilà, on va donc aborder le dernier point où j'avais noté une remarque. Ouais. Ça concerne le remplacement de certaines aires de jeu. Alors le remplacement, je vérifie, mais je crois que c'était indiqué remplacement dans le sommaire, mais en fait des fois c'est tout simplement suppression. Hein. Ouais. Projet d'aire de jeu, non c'est pas ça. Bon, tant pis, c'est pas... remplacement d'aire de jeu, c'est bien ça, c'était marqué remplacement, alors qu'en fait, dans les faits, certains, c'est marqué vraiment... c'est évoqué suppression. Donc en fait, certaines aires de jeu, à Lanester, donc au sein de la ville, il y a différentes aires de jeu, et certaines, en fait, ne sont pas très pratiquées. Et donc, il était fait mention, alors, soit de les supprimer pour celles qui n'étaient pas pratiquées, soit de les remplacer pour celles qui présentaient des risques de dangerosité liés à la vétusté en fait, des équipements. Donc moi, le commentaire que j'avais, et notamment c'était par rapport à l'aire de jeu qui se situait derrière le centre Alpha. Rue Général Petit. Voilà, rue du Général Petit. Il y avait une remarque, une note qui était d'ailleurs notée dans le bordereau, c'était que cette aire de jeu se situait juste à côté de l'espace Mandela, qui est où il y a déjà d'importants équipements qui sont placés à cet endroit-là. Et en fait, c'était noté, je cite, le positionnement à quelques pas de l'espace Nelson Mandela Dulcie September interroge la pertinence du maintien de cet équipement. Et moi, en fait, ce que je me suis posé comme remarque, c'est en fait, oui, mais si ça se trouve, même si cet endroit est peu pratiqué, c'est peut-être un endroit quand même de création de lien social entre des habitants, des riverains vraiment propres aux quelques rues qui sont autour, qui amèneraient quand même leurs enfants là-bas et qui pourraient en fait faire connaissance, ou les enfants pourraient faire connaissance entre eux. Et je me suis interrogé en fait sur la pertinence de regrouper, de supprimer certains équipements d'aires d'enfants pour les regrouper aux principaux endroits, puisque en fait les principaux endroits c'est Nelson Mandela, le parc du Plessis et le troisième qui m'échappe. Je sais plus exactement où c'est. En tout cas, ce qui était intéressant dans la commission, c'est qu'on avait une carte qui répertoriait les différents équipements. Donc, je ne sais pas si toi tu avais pu avoir cette carte. Oui, j'avais cette carte effectivement, ouais, je suis en train de la chercher. Si on peut, on essaiera de la montrer dans cette vidéo, peut-être que vous la voyez là en fonction du montage qu'on a pu faire. Ouais, c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a trois pôles, le parc du Plessis, l'espace Mandela et le skatepark. Ouais, le skatepark, le troisième. Et donc, moi j'ai posé cette question, parce qu'en fait, on a fait équipement par équipement sur les projets de suppression. Et donc, le rue du Général Petit, avant même que je fasse la remarque, parce que moi-même je fréquente pas forcément le centre Alpha assez souvent, quoi. J'ai pas l'occasion aussi de voir des enfants y jouer. Et par contre, il y a des élus qui habitent à proximité, qui ont signifié que il n'était jamais utilisé. Hein. Et même un agent qui a indiqué qu'il faisait une étude pour voir s'il y avait de l'utilisation. Et très vite, ils ont vu qu'il y avait des toiles d'araignée en fait, même sur le jeu, tellement il n'était pas utilisé. Et a priori, les gens de ce quartier-là utilisent plutôt le parc Mandela du 6 septembre.
Et c'est très bien. Alors par contre, j'ai souligné que ça serait vraiment important de garder des espaces de proximité, puisque c'est créateur de liens sociaux. C'est quelque chose que j'avais pu souligner dans la commission jeunesse, hein, par rapport au skatepark, sur l'importance d'avoir des équipements pour les parents, les grands-parents, etc. C'est un espace de socialisation. Et ils étaient tout le monde était assez d'accord là-dessus, hein, donc c'est assez rassurant. Et puis c'est vrai que en fait, même s'il y a des points importants qui existent avec le parc du Plessis, l'espace Mandela et le skatepark, quelqu'un qui habite à l'autre bout de l'Annester, il ne faut pas qu'il ait à se déplacer sur la moitié de la commune ou voire plus pour disposer en fait pour ses enfants d'une aire de jeu. Donc effectivement, même si effectivement le Général Petit, l'aire d'enfant située rue Général Petit se situe effectivement quand même à côté de l'espace Mandela, il ne faut pas non plus trop en supprimer. Mais en même temps, ce qui était dans le bordereau, c'était pas la suppression, mais le remplacement parce qu'il pouvait présenter des risques de dangerosité. Oui, l'idée c'est que les enfants puissent jouer en toute sécurité, sachant que sur les aires de jeu, il y a des limites d'âge aussi qui sont indiquées. Alors des fois, elles ne sont pas respectées. Il a été évoqué l'idée des tourniquets, où parfois on peut voir des collégiens un peu abusés. C'était le jeu aussi, quoi. Je pense que nous-mêmes, on a peut-être abusé quand on était plus jeunes, je ne sais plus exactement. Mais il y a d'autres trucs intéressants. C'était sur l'aire de jeu, le petit jeu qui est sur la place des rencontres. Donc c'est le quartier de Cafréau, le quartier qu'on connaît bien, puisqu'on y va assez souvent. Enfin, on y allait en tout cas pendant la campagne municipale. Puis c'est un quartier qui est en mutation, qui va être rénové bientôt. Et donc le jeu, a priori, qui est sur place, va être supprimé, mais avec cette idée de le remplacer dans le cadre de la rénovation urbaine avec des nouveaux aménagements, c'est-à-dire des jeux hors catalogue. C'est-à-dire pas des jeux métalliques, etc., peut-être qu'on peut les voir, des jeux ultra standardisés avec un sol artificiel, mais plutôt des jeux plus naturels, comme on peut voir à Idées détournées à Lorient. C'est une association qui fabrique, par exemple, des faux véhicules en bois, de palettes, etc. Donc il y aurait plutôt cette idée-là sur Cafréau. Je trouve ça intéressant parce que ça fait la connexion aussi avec le jardin partagé. Ça fait c'est en cohérence aussi avec les enjeux du développement durable. Donc hâte de voir comment ça va se traduire. Sur la question des jeux qui sont dans les écoles, parce qu'on peut les voir sur la carte qui a été mise à notre disposition, ça sera vu dans la commission concernée, parce que ça dépend aussi de comment se passe la vie dans les écoles. Hein. Et il y avait un bordereau qui était prévu sur les jeux inclusifs, donc les jeux pour les enfants en situation de handicap. Il y avait cette idée, plutôt que de remplacer les jeux actuels, plutôt garder les précédents jeux et mettre en plus des jeux spécifiques aux enfants handicapés pour qu'il puisse y avoir de la mixité, et que les enfants handicapés ne se retrouvent pas de leur côté et les enfants valides d'un autre. Et donc ça sera présenté dans la commission prochaine. Voilà. Et puis il y avait un petit point sur les ragondins. Les ragondins. Voilà. Donc en fait, le point c'était, je crois, je me souviens plus exactement, mais c'était pour, je crois, l'installation des pièges pour les ragondins. Bon, moi je me suis posé la question, comme c'est vrai qu'avec l'Annester en commun, on alerte quand même un peu sur la baisse de la faune et de la flore. Je me suis posé quand même la question par rapport aux ragondins, mais tu m'as expliqué, c'est considéré comme des nuisibles et puis ils sont pas originaires de la région. Alors le ragondin, c'est un nuisible, mais en fait il y a plein d'espèces qui sont des nuisibles. Hein. Le moustique qui est originaire d'ici, c'est un nuisible pour l'humain, ça pique, etc. Le ragondin, c'est encore autre chose. C'est un animal qui a été importé d'Amérique, il me semble, par voie de bateau. Comme ça s'est fait dans plein d'autres endroits avec la mondialisation, il y a des espèces qui sont arrivées sur un territoire et qui en fait n'ont pas de prédateurs et qui peuvent du coup ravager l'écosystème. Donc le ragondin, c'est le cas. Apparemment, il n'a pas de prédateurs en France. Alors peut-être que si on avait encore des loups, plus de renards, peut-être que ça pourrait être des prédateurs pour le ragondin, mais il se trouve que là, ce n'est pas le cas. Donc il y a cette nécessité de réduire la population de ragondins, sachant qu'il me semble que ça a été évoqué en commission qu'une femelle ragondin, au bout de 2 ans, c'est multiplication par 100 du nombre de ragondins, voire plus. Quoi. Le ragondin, c'est une espèce de gros rat. On peut en voir parfois même au parc du Plessis. Et donc il y a un équilibre à trouver dans notre position sur on défend la cause animale,
mais en même temps on défend la biodiversité, et donc si cet animal ravage la biodiversité, faut y pallier, quoi. Donc il y a des captations qui sont faites par les chasseurs, et donc il y a une indemnité qui est fournie aux chasseurs, donc c'est 150 € par piégeur, et donc il y a eu 71 captures l'an dernier de ragondins. Moi je sais pas trop si ça permet de pallier aux dégâts qu'ils peuvent effectuer. Ça serait peut-être quelque chose à creuser, et puis si vous avez des réponses en voyant cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner des informations sur les ragondins. La petite anecdote, c'est que pour cette commission, il n'y a pas eu de pâté de ragondin. Il a été évoqué que l'an dernier, la commission avait pu goûter du pâté de ragondin de Vendée. Bon, moi-même, je n'y toucherai pas si ça se présente. Mais voilà, il y a peut-être un marché du ragondin à créer. Je sais pas. Et des petits points d'hiver un petit point d'hiver qui a été évoqué en fin de commission, c'est la véloroute Lorient-Saint-Brieuc. Donc des panneaux qui vont être fournis et installés par les agents prochainement. Donc, vous pourrez voir des nouveaux panneaux sur l'Anister pour pouvoir aller jusqu'à Saint-Brieuc en vélo. Voilà. Je crois que c'était tout pour cette commission. Donc on va passer à la suivante. Donc maintenant, nous allons passer à la commission finance. Comme vous pouvez le voir, la journée avance et nous avons dû allumer les lumières, surtout pour y voir plus clair dans tout ce qui est finance, puisqu'on n'est pas des spécialistes. Nous remercions Johanna d'avoir préparé cette commission. Donc elle ne peut toujours pas être présente pour présenter sa commission, mais je vais faire en fonction de ses notes. Tout à fait. Et en fait, j'ai abordé la seule remarque qu'elle avait eue. Et puis ensuite, toi, tu nous expliqueras ce que tu as pu noter d'intéressant au sein de cette commission. Et puis, bon, si j'ai des questions, je t'interromps. Et puis voilà, on va faire une sorte de dialogue. Un petit dialogue s'il y a des choses à remarquer, sachant que ça sera a priori plus court que la commission précédente. On l'espère. Je l'espère. Tout le monde n'est pas aussi pointilleux que moi dans les questions. Donc, la remarque qu'avait Johanna portait sur le repos dominical et les dérogations, la demande de dérogation qui a été faite. Pour travailler le dimanche, en l'occurrence. Pour travailler le dimanche. Cette demande de dérogation a été faite pour la zone de Kérousse pour 4 dimanches en 2021. Donc la zone de Kérousse, si je ne me trompe pas, ça concerne notamment la galerie marchande du Géant et peut-être aussi les magasins qui se trouvent aux alentours, dans la zone artisanale. Voilà. Par la zone commerciale Géant et alentours, je pense que c'est tout ça. Donc la remarque qu'a faite Johanna, c'est que la plupart des enseignes dans cette zone appartiennent à des grands groupes qui, eux, n'ont pas souffert ou moins souffert de la crise du Covid-19 comparé aux petits commerces. Et qui, eux, ces petits commerces vont être obligés de se plier à des ouvertures le dimanche pour rester concurrentiels. Donc on a connaissance des enjeux économiques liés au solde, mais par principe, les stars en commun, nous, on voudrait s'abstenir ou être contre. Et donc moi, la petite question qui me vient à l'esprit en lisant la remarque de Johanna, c'est cette demande de dérogation au repos dominical, est-ce qu'elle est propre donc à la zone de Kérousse, ou est-ce que les petits commerces qui peuvent se trouver dans le centre de l'Anister ou avenue Jean-Jaurès, est-ce que ces petits commerces peuvent aussi ouvrir avec cette demande de dérogation? Alors sur les petits commerces, eh bien en fait il n'y a pas cette demande à effectuer. Il me semble que dans tous les cas ils peuvent ouvrir le dimanche comme ils le souhaitent. Toute l'année? Voilà, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne, et que cette dérogation au repos dominical, elle s'impose en fait plutôt aux grands groupes, aux enseignes, parce qu'il y a plus de salariés. Et donc ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une loi Macron, il me semble en 2016, à vérifier, avant que Macron soit président, voilà, c'est quand il était ministre de l'économie, il y a cette loi qui est passée et donc qui permet d'ouvrir les dimanches, jusqu'à 12 dimanches possibles. Voilà. Donc après c'est un choix qui est fait au niveau local, sachant que ces 12 dimanches possibles, c'est délégué à l'agglomération.
ce pouvoir-là de décider du repos dominical. Actuellement, c'est encore les communes qui décident pour Lorient Agglomération. Bon, en tout cas, c'est l'ANESTER qui décide comment ça se produit. Donc là, il y a cette demande de 4 dimanches. On peut aller jusqu'à 12 depuis Macron. Avant, c'était limité à 6, il me semble. Mais il n'y a pas de minimum légal. C'est-à-dire, on peut très bien dire, bah non, le dimanche, personne ne travaille. Il n'y a pas de raison que la caissière du géant à l'ANESTER, ou du monsieur bricolage, ou le technicien de je ne sais quelle enseigne, ou l'étudiant qui est en contrat précaire, il n'y a pas de raison que lui travaille le dimanche et que ça soit imposé. Mais j'ai encore une petite question. Alors, c'est une demande de dérogation. Cette demande, elle est effectuée par les commerçants ou c'est à l'initiative des commerçants, ou c'est la majorité municipale qui l'a posé comme c'est présenté, c'est une demande qui est formulée par, je pense que c'est un groupement des enseignes qui se trouvent sur la zone de Kéros. Qui a fait une demande à Berne. Alors je ne sais pas s'ils ont une association, je ne sais plus comment ça se formule, mais en tout cas c'est une demande groupée. Voilà, donc ça doit regrouper la galerie commerciale du géant, l'ANESTER, peut-être Monsieur Bricolage, enfin les enseignes alentours. Donc c'est eux qui formulent cette demande, ils se sont mis d'accord sur 4 journées. Et donc à partir de là, on accorde ça ou pas, ou on accorde d'autres journées que celle-ci, ou on leur accorde plus, ou on leur accorde rien du tout. Le choix qui est fait par la majorité municipale, c'est de leur accorder ces 4 dimanches-là, sachant que ces 4 dimanches accordés, ils concernent les soldes d'été et d'hiver, et les dimanches qui sont avant les fêtes de fin d'année, donc avant Noël. Donc là, il y a deux dimanches qui sont concernés pour ce mois-ci, de décembre. Il y aura un dimanche, a priori, plutôt sur février. Les soldes, je crois que c'est à ce moment-là, janvier-février. Et il y aura également un dimanche au courant de l'été. À Lorient, c'est différent. C'est 6 dimanches qui sont accordés. Donc les 4 que j'ai évoqués précédemment, plus un pour le festival interceltique de Lorient, plus un pour le Black Friday. Donc Black Friday qui fait un peu débat ces derniers temps, puisque des grosses enseignes comme Amazon, de vente en ligne, elles n'ont aucun souci pour faire le Black Friday. Par contre, quand on a un petit commerce, qu'on a été fermé pendant la période du Covid, etc., je ne sais pas comment on pourrait se positionner là-dessus. En tout cas, ça ne concerne pas l'ANESTER, mais on voit qu'à Lorient, il y a plus d'ouverture qu'à l'ANESTER. Et je vais poser la question clairement, il n'y a pas de minimum à accorder. On peut très bien décider que non, le dimanche, on ne travaille pas. Donc on verra comment on se positionne. J'ai mon avis sur la question, puisque j'étais élu avant qu'on lance l'ANESTER en commun, et je me positionnais systématiquement contre l'ouverture des magasins le dimanche. Par principe, en fait, il faut qu'il y ait un moment commun à tout le monde dans la société où le dimanche, on ne travaille pas. Voilà, c'est comme ça. On en reparlera, mais je pense qu'on parle là-dessus. Est-ce que c'est clair sur... En même temps, c'est vrai que si la très grande majorité des Français, des habitants de l'ANESTER en commun, de l'ANESTER, si la très grande majorité des habitants de l'ANESTER, et donc dans un cadre plus global de la France, on leur dimanche, c'est vrai qu'aussi ça permet à chacun d'avoir une vie, une journée de la semaine en famille où ils peuvent se retrouver et tout. C'est vrai que c'est quand même... c'est pas négligeable, parce que tous ces gens qui se retrouvent à travailler le dimanche, ils sont pas avec leurs enfants, ils sont pas avec leurs petits-enfants, ils sont pas avec leur femme ou leur mari, etc. Quoi. Donc, Parce que c'est vrai que en fait, pour des commerçants, c'est vrai qu'une partie des commerçants ferment habituellement le lundi, mais en fait le lundi, il y a par exemple leurs enfants qui sont à l'école, donc ils ne peuvent pas profiter pour être en famille, ou alors quand son conjoint, lui, travaille le lundi, c'est compliqué, alors qu'effectivement le dimanche, au moins, ça fait une journée commune à tout le monde de repos pour passer ensemble. D'autant qu'on parle beaucoup là avec la crise sanitaire, le Covid-19, de l'éloignement des gens, de la destruction des cadres sociaux. Alors cette idée de travailler le dimanche, ça ne va pas améliorer les choses, et bien au contraire, quoi. Ça fragilise encore plus les situations familiales, les liens qu'on peut avoir aussi avec les amis, pour se balader par exemple. Donc voilà pour... oui, je vois ce qu'avait noté comme remarque Johanna, mais tu as d'autres choses à ajouter sur la commission finance. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été vues où on n'avait pas forcément de remarques, c'est quand même intéressant d'en parler. Alors je souligne encore que pour cette commission finance, il y a des choses qui nous ont été envoyées le jour même, c'est-à-dire moi je suis au travail jusqu'à 18 h.
je me pointe en commission à 18 h. Enfin, vous voyez le jonglage qu'il y a trouvé aussi sur la vie personnelle et la vie d'élu. Et donc, ces bordereaux-là, j'ai pas le temps de les regarder pendant que je suis au boulot. Donc, on les découvre en arrivant en commission. Et donc, il y en avait un sur le soutien au commerce. Bon, c'est pas très grave qu'on l'ait pas lu avant, parce que c'est quelque chose de plutôt positif, mais bon, on souligne quand même que ça soit pas récurrent quand même. En fait, ça laisse pas le temps de recul nécessaire pour réfléchir et prendre position sur les documents, quoi. Et faire des contre-propositions éventuellement. Ou, voilà. On se retrouve sur le moment et peut-être que je peux avoir l'étincelle. Là, j'ai cette question-là. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on n'est pas d'accord. Mais des fois, c'est après coup qu'on s'en rend compte. Et on l'a bien vu sur l'émission précédente où j'évoquais sur la commission qui a été gérée par Romaric, sur les associations. Il y a un point qu'on n'avait pas fait attention le jour même. Donc on a posé la question d'une commission à l'autre. Donc là, ça ne va pas faciliter les choses si en plus les bordereaux sont envoyés avec du retard. Donc sur le soutien au commerce, je vous invite à regarder la presse locale à ce sujet. Hein. Il y a une enveloppe de 100 000 € qui a été débloquée pour aider le petit commerce, le commerce de proximité. Donc il y a eu une vingtaine de demandes par rapport à l'aide au loyer. Donc c'est plutôt positif, ça montre que c'est un dispositif qui trouve preneur. D'après les retours des commerçants, ça les aide vraiment. Ils ont pu surmonter le premier confinement parce qu'ils avaient un peu de trésorerie, etc. Mais le deuxième, là, ça devient un peu vraiment très compliqué. Donc cette aide, elle est vraiment bienvenue. Donc là-dessus, on rejoint la majorité municipale. Enfin, peut-être qu'on aurait pu faire mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'urgence, c'est un dispositif assez intéressant. Il y a aussi 8 300 € qui ont été versés directement aux commerçants. 10 000 € en comptant les frais annexes, parce qu'il y avait un dispositif avec des urnes où les gens pouvaient faire un système de vote, gagner quelque chose s'ils allaient dans plusieurs commerces locaux. On ne va pas redétailler dans l'émission parce que ça serait un peu long. Mais voilà, ça a bien fonctionné. Il y a eu 20 000 € d'aide au loyer qui ont été débloqués, donc sur la vingtaine de demandes que j'évoquais. Et donc 30 000 € en tout qui ont été débloqués sur les 100 000. Donc le dispositif est reconduit, il y aura sans doute d'autres demandes parce que la situation économique est vraiment assez compliquée en ce moment et ça va être de plus en plus. Sur le bordereau numéro 5, je ne sais pas si tu as avec toi la commission. Non. Alors, attends, je dois l'avoir quelque part, mais il faut que je le retrouve. Alors, passage en investissement des factures inférieures à 500 €. Voilà. Ça permettait en fait, sur les factures qui sont produites par la commune pour acheter un bureau, une chaise pour le personnel ou ce genre de choses, il faut qu'on statue sur le fait que quand c'est inférieur à 500 €, on le passe en investissement, donc pas en frais de fonctionnement. C'est-à-dire le fonctionnement, c'est sur l'année, que ça rentre dans le budget de l'année. L'investissement, c'est sur le temps beaucoup plus long. Et il y a des conséquences, c'est qu'on peut récupérer la TVA. Et en tant que collectivité, les 20% de TVA ou 10%, ça dépend de quel objet est concerné, on peut le récupérer parce que c'est de l'investissement. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, ça permet aussi de faire des économies à l'échelle de la commune, sachant que ces investissements de 500 €, de moins de 500 €, ça représente au final plus de 36 000 €. Voilà, là-dessus on pourra récupérer la TVA. C'est un petit quelque chose, mais c'est important aussi que les gens sachent qu'on voit ça en commission. Le bordereau numéro 6, c'était le soutien aux organisations syndicales. Donc c'est quelque chose qui revient chaque année. Et aux associations. Et là, je crois que c'était propre au... Alors, dans l'ordre du jour, c'est marqué subvention aux associations et aux syndicats professionnels. Voilà. Oui, parce qu'en fait, il y en a qui sont considérés comme syndicats et d'autres qui ont un autre... en tout cas, c'est les organisations professionnelles, quoi. Donc ça regroupe la CGT, Force ouvrière, la CFDT, l'UNSA, tous ces syndicats solidaires qui agissent, qu'on peut retrouver en manifestation, par exemple, sur les causes communes contre des projets de loi, mais aussi les syndicats, ils agissent pour améliorer les conditions de vie des salariés, etc. Et donc, c'est pas du tout obligatoire de verser cette subvention aux syndicats, parce que ça, c'est en dehors des élections professionnelles. Ceux qui ont des élus du personnel, eux peuvent avoir une enveloppe qui leur est attribuée de droit. Ça, c'est comme les élus qui ont une indemnité de mandat. Là, c'est vraiment un soutien politique aux organisations syndicales. C'est pas obligatoire.
Il a été demandé lors de la commission quels étaient les critères d'attribution en fait en fonction des syndicats, parce qu'on voit certains syndicats qui touchent 2000 euros, d'autres 100 euros. Il y a des syndicats qui ont plusieurs déclinaisons. Donc ça semble important de voir comment tout ça est calculé, parce qu'on vient d'arriver, enfin moi j'étais élu avant, mais il y a des nouveaux élus. Ce serait bien de revoir comment tout ça est calculé, et nous on ne manquera pas d'en parler aussi avec les organisations syndicales quand on les rencontrera. Donc voilà, ça c'est un engagement politique qu'on soutient en tant que l'Anestar en commun. Il y avait une question sur donc un bordereau sur les tarifications de la régie municipale des pompes funèbres. Il faut savoir que l'Anestar c'est l'une des rares communes dans le Morbihan et même en France qui est en régie municipale pour les pompes funèbres. Souvent c'est délégué au secteur privé. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça permet aussi de réduire les coûts et d'avoir aussi un savoir-faire qui est moins soumis au bas du marché. Après il y a des choses sur lesquelles le marché s'impose, notamment sur l'achat de cercueils ou l'achat de tombeaux, l'achat de matières premières. Là-dessus on n'a pas forcément la main. Il y a eu vraiment un débat politique à un moment sur comment on inhume les personnes avec cette idée plutôt d'avoir une pierre tombale, d'avoir un arbre par exemple, parce que ça apparaissait à un moment dans les options. Donc il y a d'autres élus qui ont posé cette question sur comment ça se traduit, est-ce qu'il y a un arbre qui est planté dans le cimetière, ou est-ce que c'est un arbre qui est planté ailleurs. Moi j'ai pu évoquer les connaissances que j'avais sur des alternatives qui étaient développées, il me semble en Italie, en Suisse, sur une capsule dans laquelle on met le corps du défunt, et à partir de cette capsule-là, à partir du corps, il y a un arbre qui pousse, et donc c'est une manière aussi de se recueillir dans un endroit qui est plus naturel. Ça change aussi notre perception de la vie, de la mort, et aussi de comment on gère notre société. Ça rejoint l'idée de l'urbanisme. Plutôt que de tout bétonner, on garde un peu de biodiversité. Il pourrait y avoir une façon différente aussi d'envisager après, est-ce que par rapport à... Enfin, les questions qui me viennent à l'esprit, là, puisque tu m'en avais pas parlé avant, est-ce que dans ce cas, l'idée de planter des arbres ou à partir du corps du défunt, de faire pousser un arbre, est-ce que par contre, est-ce qu'il va pas y avoir la question de l'emplacement géographique, je veux dire, si au bout de plusieurs dizaines de corps, enfin le fait de, comme forcément les arbres avec leurs racines, ça demande de l'espace, est-ce qu'il ne va pas y avoir la question de l'amplitude géographique à donner dans ce cas, ou alors est-ce que, mais parce que là ça vient à l'esprit, comme quoi aujourd'hui les cimetières sont délimités géographiquement. Et ça, c'est le cas depuis, enfin, je ne sais plus exactement depuis combien de temps, mais depuis plusieurs siècles, dans l'esprit de santé publique. Est-ce que dans ce cas, planter des arbres de cette manière, mais à travers la ville, enfin, je ne sais pas exactement. Moi, je me pose la question. Alors, là, le souci, c'est que ce que je décrivais, l'idée d'une capsule dans laquelle on met le corps du défunt et un arbre en ressort, c'est pas encore légal en France. Ça, c'est des choses que j'avais pu lire il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais plus exactement, et c'était indiqué que d'un point de vue législatif, il y a beaucoup de points de blocage et que c'est en cours d'évolution. Et je t'avais dit en commission que la crémation, c'est quelque chose d'assez récent. Avant, c'était pas possible d'incinérer nos défunts. Et finalement, il y a des associations de crématistes qui se sont mobilisées. C'est pas forcément connu, notamment quand on est jeune, on se préoccupe pas de ça. Mais à un moment, on est tous touchés par la mort de l'un de nos proches. Et se pose la question du coût aussi, entre enterrer une personne et l'incinérer. C'est pas forcément les mêmes coûts et ça rend aussi plus accessible le culte et la façon de se recueillir. Je pense que l'idée de l'arbre, c'est encore une étape supplémentaire où ça fait appel déjà une façon différente de penser l'espace, comme tu le disais, où pour les questions de santé publique, les cimetières sont délimités, mais on est face à un problème où à un moment il n'y a plus de place, donc il y a les tombes qui sont renouvelées, etc. C'est pas très joyeux ce dont on parle, mais à un moment c'est aussi ça la gestion municipale. Donc ça, c'est à réfléchir en commun. Je pense qu'au plus tard on en reparlera. De toute façon, c'est pas que de notre ressort, c'est au niveau national aussi que ça va se décider. Moi, ce que j'entrevois, c'est qu'on pourrait réfléchir à de nouveaux types de cimetières
où il n'y aurait pas d'aspect minéral, enfin, ou vraiment à la marge, il y aurait plutôt des arbres. Et puis à terme, sur le temps long, bah, ces espaces pourraient évoluer d'une manière différente. D'ici, je sais pas, 50, 100 ans, je pense aux les tombes perpétuelles qui à un moment, bah, plus personne ne s'y recueille, elles sont renouvelées. Bah, en fait, ces espaces-là pourraient être transformés en d'autres types d'espaces. Là, on est vraiment sur la réflexion. Tu vois. Ça pourrait être, je sais pas, des arbres qui produisent, peut-être pas des arbres fruitiers, mais ça pourrait être des arbres qui ont un intérêt particulier avec certains types d'essences, et ça pourrait se transformer en jardin par la suite. Mais ça, on s'inscrit dans le temps long. Ça, c'est un truc, c'est quelque chose auquel on n'a pas l'habitude. Déjà, un mandat municipal, c'est 6 ans. Donc, le genre de choses dont on parle, ça serait plutôt sur 30, 50, 100 ans. Voilà, c'est des pistes qui ont été évoquées comme ça, et je trouve ça intéressant. Je trouve sur un sujet où on n'est pas forcément à l'aise, on arrive aussi à se projeter. Mm. Voilà pour l'aspect régie municipale des pompes funèbres. Il y a plein d'autres sujets qui ont été abordés, hein, mais voilà, on fait des choix au cours de cette émission. Je demandais également d'avoir le comparatif entre les tarifs 2020 et 2021, parce que là, c'était indiqué qu'il y a certains tarifs qui augmentaient, parce qu'ils sont soumis à la loi du marché. Donc, affaire à suivre. On aura plus de comparatifs et on pourra avoir notre expertise sur le sujet. Mais de manière plus globale, sur cette commission finance, il y avait quand même une problématique, c'est que les bordereaux, hein, concernant le débat d'orientation budgétaire qui est prévu la semaine prochaine, enfin dans quelques jours, au conseil municipal prochain de décembre, tout ça ne nous a pas été transmis. On n'a pas eu les documents, même pas en commission, là, alors que c'est la commission finance. Je ne suis pas le seul élu à l'avoir fait remarquer. Il y a également Pascal Flégeau, d'En Marche, qui a posé exactement la même question, et là-dessus on se rejoignait. Ça pose une question démocratique, en fait, que c'est seulement au moment du conseil municipal qu'on va pouvoir poser des questions, débattre. Et donc Bernard Leblé, qui gère cette commission, en tout cas, qui représente la majorité municipale, il a été très clair sur le fait que le débat budgétaire, il n'a pas encore eu lieu au sein de la majorité municipale. Donc il n'est pas présenté en avance en commission, il est en cours cette semaine. Là, il a été achevé, hein, a priori. Voilà, affaire à suivre. Est-ce que c'est lié à la tambouille électorale qu'on critiquait? Est-ce que c'est lié au fait qu'il soit nouveau, que ce soit une nouvelle majorité? Est-ce que ça va se reproduire chaque année? Ça, c'est des points de vigilance que je mets en avant quand même. C'est un peu dommage. Puis, comme je l'avais fait remarquer tout à l'heure, en fait, une fois que vous aurez le document, une fois que la majorité municipale sera mise d'accord sur le budget, en fait, vous aurez le document, mais donc pas en commission. Enfin, vous n'aurez pas eu le temps de le traiter en commission. Il y a des remarques que vous auriez pu faire en commission que vous ne pourriez pas le faire, mais en fait, vous allez le faire au conseil municipal, les questions que vous allez faire au conseil municipal, et en fait, j'imagine, vu que moi j'ai pas eu d'expérience avant pour suivre les conseils municipaux, j'imagine que les autres années, où toi tu étais déjà conseiller avant, le conseil municipal où c'était projeté ce budget pour l'année à venir, ça demandait beaucoup de temps à l'étude, même au conseil municipal, et en fait, comme vous n'avez pas eu les documents, ça va rallonger encore d'autant plus le conseil municipal, quoi. Ça va rallonger potentiellement, parce que il y a des questions qui vont apporter des réponses pendant le conseil, qui elles-mêmes amèneront peut-être d'autres questions qui auraient pu être réglées lors de la commission. Mais tout ça s'ajoute au débat d'orientation budgétaire en tant que tel, c'est-à-dire les orientations globales, les positionnements politiques qu'on prend, parce que là ça va être intéressant. Nous, en tant que l'Anestar en commun, avec des insoumis qui sont membres de notre groupe, qui sont représentés au niveau national, le groupe Les Progressistes qui est affilié à En Marche, qui soutient le gouvernement, va avoir un positionnement différent, le Rassemblement national également. Dans la majorité municipale, il y a plusieurs groupes, les communistes, les socialistes, Europe Écologie Les Verts, etc. C'est vraiment un temps fort. C'est dommage que ce temps risque d'être parasité par des questions qui auraient pu être réglées en commission. Juste pour rappel, et on va terminer là-dessus pour cette commission, le débat d'orientation budgétaire, c'est vraiment sur les grandes orientations, c'est en décembre qu'on le fait, et ensuite on vote le budget vraiment global en février. Une fois que tout a été tranché
commission par commission. On revoit les différents budgets, parce que jusque-là, les agents font remonter des besoins, et tout ne peut pas être satisfait. Donc il y a 2 conseils intéressants, et là, on y arrive. Voilà pour cette commission. On va passer à la suivante. Nous allons passer maintenant à la commission aménagement urbain, mobilité, transition. Donc c'est Romaric qui a préparé cette commission. On remercie Romaric. Et donc il a eu un petit souci, puisque dans le mail qui a envoyé l'ordre du jour, en fait c'était indiqué qu'il n'y avait aucun bordereau. Aucun bordereau n'a été envoyé par la majorité, il y avait juste l'ordre du jour. Donc comme l'a indiqué Romaric, en fait c'est assez compliqué de préparer une commission en avance si on n'a pas les documents, et seulement les... Voilà, il y a juste l'ordre du jour avec 3 ou 4 points, je crois, qui étaient indiqués. Voilà, à partir d'une ligne, d'un titre, c'est un peu compliqué de préparer à l'avance les choses. Donc voilà, c'est encore on rabâche un petit peu. C'est un truc qu'on remarquait sur la commission d'avant, celle d'encore avant. Voilà, parce que en fait, récurrent, quoi. Voilà, c'est vrai que la semaine dernière, qu'on a préparé les 4 commissions, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de soucis et tout. Et là, par contre, cette semaine, il y a eu 3 commissions, et en fait, à chaque commission, il manquait au moins un document. Voir tout. Pour cette commission-là. Là, carrément, il manquait tous les documents, là, donc c'est vrai que là, c'est... Enfin, je sais pas, on sait pas quoi dire, quoi. Est-ce qu'on t'a apporté une explication à ça? Sachant que, je vais quand même le faire remarquer, donc ils ont envoyé les documents, la commission était à 18h30, je crois, ils ont envoyé les documents à 16h. Sauf que, certaines personnes, comme toi, moi, je suis il y a certaines personnes qui travaillent avant, et même, je veux dire, c'est vrai que envoyer les documents 2h30 à l'avance, pour les préparer, ça fait quand même très très court. Sachant qu'il y a une partie des documents qui n'ont pas été envoyés, en fait, c'était des diaporamas qui ont été présentés au moment de la commission. Et moi, j'ai demandé à ce que ces diaporamas, on n'attende pas d'avoir le compte rendu au moment de la prochaine commission pour pouvoir en disposer, quoi. J'ai demandé à ce qu'ils soient envoyés rapidement, parce qu'il y a des cartes notamment assez intéressantes sur la publicité, sur la montée des eaux, etc. Et donc, déjà quand on les a en retard, si en plus il faut attendre la prochaine commission pour avoir les documents. Est-ce que on t'a fourni une explication au fait que tu reçoives le jour même L'explication elle a été très, très courte, hein. Moi j'ai pas voulu non plus trop insister, parce que peut-être qu'il y a des choses dont j'ai pas connaissance, peut-être que c'est compliqué pour les nouveaux élus de la majorité de gérer les délais, etc. Peut-être qu'on n'aurait pas fait aussi bien, je sais pas, donc je lui ai demandé assez doucement. La réponse qui m'a été faite, c'est que l'élu en question travaille le lundi mardi, donc elle n'a pas pu régler les choses avant le jour même de la commission. J'ai pas relevé, mais moi je travaille du lundi au vendredi. Moi aussi j'ai un boulot, voilà, c'est petit malaise, quoi. Mais bon. Il se trouve que j'ai un master en aménagement et urbanisme des territoires électoraux. C'est le thème de la commission. J'étais plutôt à l'aise, mais bon, sur d'autres commissions, je ne le serais pas forcément. Et puis, je pense aux autres élus. Voilà, ils n'ont pas forcément les connaissances que j'ai en plan local d'urbanisme. Si par exemple, je pense aux autres groupes d'opposition, si eux n'ont pas les mêmes compétences que toi en urbanisme, eux, ils n'avaient peut-être pas forcément des... Toi, il y a peut-être des questions qui te sont venues à l'esprit à l'instant où on te présentait les documents. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres groupes de l'opposition qui, eux, auraient pu avoir des questions. Et en fait, s'ils n'ont pas les mêmes compétences que toi, de base, qui connaissent moins bien le sujet, ils ne peuvent pas poser ces questions-là, ou même s'il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas, ils auraient pu chercher de leur côté avant, et puis ils ont peut-être pu poser des questions au moment de la commission qui a fait ralentir la commission. D'autant qu'il y a des choses explicatives. Alors ce que tu expliques, qui a été envoyé à 16h30, c'était pas vraiment le fond des bordereaux, c'était plutôt des notes explicatives. Parce que là, on passe au fond de la commission. Hein. Le premier sujet, c'était les DIA. Qu'est-ce que c'est une DIA? On ne pouvait pas le savoir avant 16h30, sauf si on faisait une recherche approfondie. Mais ça aurait été mieux d'avoir cette note explicative avant. Donc une petite note de 2 pages qui revient sur qu'est-ce qu'une DIA.
Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une DIA? Alors une DIA, c'est une déclaration d'intention d'aliéner. Donc c'est un terme juridique qui correspond à lorsque vous vendez un bien, une maison, un appartement, vous devez faire une déclaration d'intention d'aliéner. Et ça veut dire que la commune, elle reçoit ce formulaire-là et elle dispose de 2 mois à partir de sa réception, ou 3 mois, je ne sais plus, il faut creuser. Vous pouvez vous renseigner sur le DIA, il y a un site de juriste qui l'explique très bien pour quelqu'un qui n'a pas forcément le vocabulaire juridique. Et donc au bout de ce délai, pendant ce délai-là, la commune peut dire, eh ben, on fait une proposition pour acheter le bien en question. C'est-à-dire la maison, on l'achète soit au prix qui est proposé par le vendeur, donc soit le vendeur accepte, soit il retire son bien, il annule tout ça, soit la commune peut faire une proposition inférieure au prix de vente. Donc plusieurs choix s'offrent aux vendeurs, comme je l'ai expliqué juste avant. Et donc ça peut bloquer certains projets de vente, ou ça peut au contraire faciliter l'urbanisation, les projets urbains de la commune. Un exemple concret, près du skatepark, il y avait une maison il y a encore quelques années, je crois que c'est l'année dernière, il me semble qu'elle a été, ou l'année peut-être d'avant, que sa démolition a été achevée. Et donc là, il y a une DIA, les personnes qui habitaient là sont passées par ce dispositif-là. La commune a fait le choix de l'acquérir. Donc la maison a été détruite pour qu'il y ait une cohérence plus globale sur le bord du Scorff. Donc près du skatepark, vous pouvez voir un espace enherbé avec des arbres autour. Avant, il y avait une maison, et donc c'est grâce à ces DIA qu'on est au courant des maisons qu'on peut acquérir ou laisser filer. Donc il y en a eu 375 au 7 décembre donc sur l'année. Il y en aura 410 a priori jusqu'au 31 décembre, c'est à voir. Donc c'est 410 dossiers qui sont traités par les agents, qui sont vus avec l'adjointe concernée. Et donc c'est, comme je l'ai dit, c'est l'occasion de faire des choix d'acquisition ou non. C'était l'occasion aussi de faire le point sur l'état des logements sur la Nester, quelle est la répartition des différents types de logements. Donc à la Nester, on a 56,8% de maisons et 43% d'appartements. Nous avons 40,6% de locataires, donc 60% environ de propriétaires a priori, et en tout 28% de logements sociaux. Donc parmi ces 40% de locataires. C'est assez intéressant d'avoir ces chiffres, ça nous donne un bon aperçu de la sociologie de la Nester. C'est d'autant plus intéressant quand on les compare aux années précédentes. Et donc là on a fait un point aussi sur à quel prix étaient vendus les différents biens. Et a priori ça augmente de plus en plus sur le prix des maisons. Et donc il y a une problématique de gentrification sur la Nester. On en est là. Gentrification, est-ce qu'on pourrait le traduire par une sorte de bourgeoisisation de la population? C'est un peu ça. Après, disons qu'en fait, on traduirait ça par en fait une population en fait, la sociologie de la population qui se transforme pour devenir de plus en plus une population de plus en plus riche, enfin composée de plus en plus en fait, j'arrive pas très bien à expliquer. Les personnes de plus en plus aisées. C'est ça. Les catégories populaires diminuent au sein de la population. C'est ça. Et en fait, si on le présente d'un point de vue assez classe, assez cool, c'est la Nester bénéficie d'une forte attractivité par rapport par rapport à l'augmentation des prix, par rapport aux nouveaux logements qui se construisent. La contrainte, c'est que les prolos, à un moment, ils ne peuvent plus habiter à la Nester. À partir du moment où ils ont une famille, à partir du moment des enfants, ils veulent avoir un petit terrain, à la Nester, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, on n'est pas encore sur une commune gentrifiée, mais on observe ce petit changement sociologique sur la Nester, notamment avec le quartier Périgot, qui a été installé au bord du Scorff. On y reviendra tout à l'heure par rapport au plan local d'urbanisme, mais qui peut se permettre d'acheter une maison à cet endroit-là. Peut-être pas les gens qui habitaient historiquement à la Nester, plutôt des gens un peu plus aisés qui ont un niveau d'études plus important et donc un salaire plus important. Même les quartiers assez récents, donc qui datent un peu plus, mais les quartiers assez récents, moi je pense aux quartiers relativement récents construits à côté du Penner, à côté de l'Arsenal, ou même encore un peu plus anciens, mais du côté de Saint-Guenel, les nouveaux lotissements, je suis pas tout à fait sûr que ce soit des prolos qui habitent là-bas, quoi. C'est ça.
Et donc c'est aussi ça qu'on pointait lors des élections municipales, en se qualifiant d'alternative citoyenne, écologiste et populaire. Populaire, c'est pas un gros mot, hein. Populaire, c'est aussi une réalité sociale à Lanester, une réalité qui, on l'espère, se conservera. On n'est pas des conservateurs, on veut pas à tout prix que... voilà. Mais bon, faut être vigilant, quoi, parce qu'à un moment, la situation politique, elle évolue. Ça rejoint aussi le combat des Gilets jaunes, hein, qui se retrouvent en périphérie, ça rejoint la fracture française. Il faut faire plein d'enjeux, quoi. Il faut faire attention à ce que des personnes qui ont des revenus, on va dire, un peu plus faibles, puissent quand même toujours acquérir une propriété, quoi. Puissent au bout d'un moment devenir propriétaires, ou même puissent quand même continuer à vivre dans leur quartier où ils ont toujours vécu en n'ayant pas une augmentation chaque année du loyer, quoi. C'est ça, oui, parce qu'il y a l'aspect propriétaire, le prix du bien en tant que tel qui augmente, mais mécaniquement, les loyers, alors je sais pas, on n'a pas eu un graphique net, mais dans ce cas de gentrification, mécaniquement, les loyers augmentent. Et au bout d'un moment, les classes populaires, les classes moyennes ne sont plus en capacité de... C'est pas forcément conscient, mais elles sont plus en capacité au bout d'un moment financièrement de continuer à habiter à Lanester, et donc elles vont aller un peu plus en périphérie. Et ça se produit déjà, hein. Il y a déjà nous-mêmes, on a des amis en fait qui habitent dans les communes plus dans les terres, on va dire, où c'est moins cher, mais ces personnes sont obligées de faire des allers-retours en voiture. Là, on est sur le cœur de la lutte des Gilets jaunes, quoi. Puis, alors moi, là c'est un sujet qui me vient à l'esprit, puisqu'on parle des locataires qui sont parfois obligés de bouger et tout. D'ailleurs, parce qu'à Kerfréour, donc il y a un bâtiment qui va être détruit, si je me souviens bien. Alors, je me suis jamais posé la question avant, hein, mais là par exemple, c'est les habitants de ce bâtiment qui va être détruit. Au final, où est-ce qu'ils vont être logés? Est-ce que ça va faire les démarches, ou est-ce que c'est au bailleur social de faire les démarches pour aller les faire habiter ailleurs? Et dans ce cas-là, là c'est une question vraiment globale où, à un moment, dans les opérations d'urbanisme, l'aspect humain, on met un peu de côté, on a du mal à le retrouver, parce qu'on a une gestion un peu plus globale où on se dit on va supprimer ce type de logement-là, mais le temps que les nouveaux logements soient mis en place, les gens ils bougent, ils se retrouvent, ils ne peuvent pas rester forcément sur le quartier. Il y a l'EHPAD aussi qui va s'installer sur Kerfréour. Il y aura moins de logements qu'avant, si j'ai bien saisi, hein, parce que l'idée c'est aussi de dédensifier, qui est aussi du privé, comme c'est le cas déjà à la Châtaigneraie, et du logement social. À un moment, si c'est pas compensé sur d'autres quartiers à Lanester, les gens individuellement ne pourront pas rester habités forcément dans le quartier. Donc affaire à suivre, d'autant que le bâtiment dont tu parles, c'est le bâtiment J, on va être cash, hein, c'est le bâtiment que les gens du quartier appellent le bâtiment K, pour une raison bien particulière, c'est que le bâtiment c'est celui qui est le plus éloigné, le plus enserré dans le quartier. C'est là où on met les gens qui sont les plus en marge, ou les plus pauvres, les plus marginaux, qui ont potentiellement les plus grandes difficultés à évoluer dans la société. Que vont devenir ces gens-là? C'est aussi ça, les opérations d'aménagement. Des fois, c'est faire disparaître des catégories de population, et on ne se préoccupe pas trop de où elles vont. Sauf qu'à un moment, on vit ensemble, on vit en commun, quoi. Voilà. En fait, les dégâts, tu vois, c'est un truc très technique, mais qui finalement nous ramène à des choses assez concrètes. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre à Lanester en étant des classes populaires? Voilà. Oui, un autre point sur les dégâts, quelque chose qui a été souligné, c'est qu'il y a une installation de plus en plus fréquente d'activités libérales, notamment des ostéopathes, des médecins. C'est bien, ça apporte plus de services à Lanester. Affaire à suivre, mais est-ce que c'est aussi pas une conséquence de la gentrification avant peut-être des branches de métiers qui pouvaient se trouver plus à Lorient, plus dans les grandes villes, et là il y a une attractivité, Lanester devient suffisamment classe, on va dire, pour qu'on puisse se permettre en tant qu'activité libérale de s'installer, je sais pas. Après, est-ce que c'est pas aussi des besoins de population qu'il y a aujourd'hui, qu'il n'y avait pas avant,
qui fait que ça devient comment dire, intéressant pour justement pour de nouveaux cabinets de s'insérer de la vie de Lannister, quoi. Bah d'un point de vue vraiment lannistéro-lannistérien, c'est plutôt pas mal qu'il y ait des activités de soins de ce type qui s'installent. Après, moi je me pose la question d'un point de vue plus global, est-ce que c'est pas des activités qui par le passé se seraient potentiellement installées sur des communes plus périphériques, plus dans les campagnes? Est-ce que le constat qu'on fait d'une concentration plus importante d'activités libérales, c'est pas au détriment aussi d'autres communes, d'autres territoires? Est-ce qu'en fait ça ferait pas partie intégrante du mouvement de métropolisation? Alors même si la métropole forcément c'est Lorient, mais comme Lannister est juste à côté et qu'en fait il y a quand même une certaine proximité entre c'est le cœur urbain, on le voit sur la carte juste ici, Lorient, Lannister, c'est le cœur urbain du pays de Lorient. Ça pourrait être la même commune d'un point de vue urbanistique. Il se trouve que pour des questions historiques c'est resté deux communes différentes, peut-être qu'il y aurait plus de ponts. Mais ta remarque, ça portait sur ça, en fait, sur le phénomène de métropolisation avec la concentration d'activités au sein du pôle urbain, finalement. C'est ça. Alors, du coup, Lorient, agglomération, sachant que c'est la troisième plus grande agglomération de Bretagne. Il y a Rennes, Brest, ensuite c'est Lorient. Donc, captation, en fait, des richesses aussi, au détriment du centre-Bretagne, par exemple. Bah, voilà toutes les réflexions que peuvent mener ces sujets qu'on voit en commission. Je propose qu'on passe au point suivant. Donc le point suivant, c'est qui n'a pas pu être traité à l'avance, mais qui avait été évoqué dans la précédente commission, sans que nous ayons toutefois de documents. C'est la constitution d'un groupe de travail sur le règlement local de publicité. Sachant que le règlement local de publicité en vigueur actuellement est jusqu'au 31 décembre, il datait de 1995. Donc tous les panneaux publicitaires, les enseignes, les pré-enseignes qu'on peut voir à Lannister, normalement elles sont encadrées par ce règlement local de publicité. Pour plusieurs raisons, on fait face à un problème qui j'espère ne va pas être trop important. C'est que le règlement local de publicité actuellement en vigueur, il s'arrête vraiment le 31 décembre et au 1er janvier, on sera encadré par la loi nationale, c'est-à-dire par le simple code de l'environnement. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, le règlement local de publicité est supprimé, c'est ça? Il n'y aura plus de règlement local de publicité en vigueur à Lannister. Ça sera simplement la loi nationale qui va s'imposer, qui est bien sûr moins restrictive que le règlement local qu'il y avait jusqu'alors. Et en fait, l'absence de règlement local de publicité à partir du 1er janvier, alors la question c'est, est-ce que c'est une volonté de la majorité ou est-ce que en fait c'est pas une volonté de leur part, en fait ça va être supprimé parce qu'en fait il faut se conformer à la loi nationale. Donc il y a plusieurs éléments. Alors déjà je réponds clairement, c'est pas une volonté de la majorité municipale en place. Par contre on peut s'interroger sur le travail ou le non-travail qui a effectué la majorité précédente. Puisque le passage à un nouveau règlement local de publicité, enfin la mise à jour de ce document, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 an à peu près. Voilà, il y a plein d'étapes à suivre. Il se trouve que il y avait cette volonté de faire un règlement local de publicité intercommunal, donc pour tout Lorient agglomération. Pareil pour le plan local d'urbanisme, il y avait cette volonté-là, finalement ça ne s'est pas fait, pour plusieurs raisons, et ce serait trop long d'y revenir dans cette vidéo. Mais du retard a été pris, les élections, l'installation des élus a été repoussée, il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses, et il se trouve qu'on se retrouve dans cette situation où pour adopter un nouveau règlement local de publicité, ça ne sera pas avant la fin d'année 2021, voire début 2022, a priori, d'après ce que j'ai compris du calendrier. C'est regrettable, parce que moi, je ne doute pas que les grosses enseignes publicitaires vont en profiter pour... j'espère pas, mais on peut craindre ça, que il y a des choses qu'on ne voit pas actuellement qui vont se développer, plus de panneaux publicitaires peut-être, des enseignes plus grosses. Parce qu'au niveau de l'installation de panneaux publicitaires, s'il n'y a pas de règlement local de publicité, c'est en fait... c'est le code de l'environnement qui s'applique. Donc quelque chose qui est moins restrictif. Parce qu'un règlement local de publicité, c'est pas obligatoire. C'est la commune ou l'intercommunalité qui le décide. Bien évidemment, par rapport au principe du développement durable, au risque d'effondrement, enfin tout ce dont on parle qui fait le cœur de Lannister en commun, nous
on veut qu'il y ait un règlement local de publicité qui soit plus restrictif, parce que le national ne suffit pas. Mais là, pendant un an, on n'en aura pas. Et à partir du moment où le nouveau va être en vigueur, les publicitaires auront, suivant les dispositifs, suivant quel type de panneau ou d'enseigne concernés, ils auront 2 à 6 ans pour se mettre en conformité. C'est-à-dire que dès l'année prochaine, ils pourront mettre je sais pas, un énorme panneau ou plein de panneaux à un endroit. Quelques mois après, il y a le règlement qui entre en vigueur. Donc, ils ne seront pas en conformité, mais ils auront encore 6 ans pour faire tenir leurs panneaux. Donc d'un point de vue investissement de la publicité, on sait qu'ils sont sur un très court terme. Donc, est-ce que l'installation d'un panneau, on va dire, si c'est un panneau qu'ils veulent installer sur un trottoir ou un truc comme ça, il faut l'autorisation de la mairie, j'imagine. Ouais, mais la plupart des panneaux sont sur des terrains privés. On peut le voir, avenue Ambroise Croizat par exemple, il y a une dizaine de panneaux sur une centaine de mètres, je sais pas, c'est vraiment une grosse concentration de publicité. Et là, la plupart sont sur des terrains privés, dans des jardins particuliers qui touchent une rétribution du publicitaire. Donc voilà, ça craint un petit peu, quoi. Donc espérons que le groupe de travail sera assez réactif. Et donc ils ont commencé à travailler sur les priorités, sur le diagnostic, parce qu'il y a un diagnostic qui a été effectué par un bureau d'études. Donc là je vais donner différentes infos, un peu à la va-vite comme ça, mais c'est des choses qui sont importantes. Et de toute façon on reviendra là-dessus, puisque la commission aménagement urbain, mobilité, transition sera souvent sollicitée par rapport à ce règlement local. Il y aura peut-être il y aura des points réguliers par rapport à ça. Donc il y a différents types de choses qui sont encadrées. Donc il y a les pré-enseignes, les enseignes et les publicités. Donc les enseignes, c'est par exemple le Gérant Lanester ou le Monsieur Bricolage. Je ne veux pas faire de pub en particulier pour eux, mais c'est les premiers qui me viennent parce que ce sont les plus importants. Vous avez écrit Géant Casino sur la façade, donc ça c'est une enseigne. C'est pas une publicité, c'est vraiment l'enseigne du magasin. Mais c'est le cas aussi par exemple pour le coiffeur, le petit coiffeur du coin, vous avez écrit, je sais pas, j'ai pas un coiffeur en tête, je sais pas si tu as des coiffeurs. Voilà, le titre du coiffeur, son nom, ça c'est une enseigne. Pareil, le bijoutier, vous avez son nom, ou le fleuriste, ça c'est une enseigne. La pré-enseigne, c'est le petit panneau qui est un peu avant. Ça peut être un gros panneau, par exemple au premier carrefour, prenez à droite, à 100 mètres, vous trouverez le Leclerc. Ça, c'est une pré-enseigne. Les fanions qu'on peut voir aussi un peu en périphérie du magasin, ou les panneaux qui bougent un petit peu comme ça, voilà, ça c'est une pré-enseigne. La publicité, là, c'est 3 pains au chocolat pour le prix de 2 au Leclerc, profitez-en, c'est jusqu'à telle date. Achetez-vous un énorme écran plasma, voilà. Ça c'est les publicités, c'est assez. Donc il y a un PowerPoint qui nous a été présenté, j'ai demandé à ce qu'il nous soit transmis, parce qu'il y a différentes infos intéressantes là-dessus. Donc sur les préenseignes et les publicités, il y en a 142 qui sont recensés sur la Nester, et ça représente 1150 mètres carrés de surface totale. Si on met tous les panneaux ensemble, ça fait une bonne surface quand même. 20% des dispositifs ne sont pas conformes actuellement au règlement local qui est en vigueur. Alors imaginez s'il n'y a plus de règlement local, ça va être un peu la fête à Lulu, quoi. 20%, un cinquième quand même qui n'est pas conforme. Voilà, un cinquième ne sont pas conformes. En fait, ils dépassent, ils grignotent pile poil de quelques centimètres. Ils ne sont pas en conformité, mais ça, on le constate seulement quand on fait un diagnostic, comme actuellement. Et donc, c'est des dépassements de taille maximale autorisée, par exemple. Et dans ces dépassements de taille autorisés, les 2/3, c'est des surfaces de plus de 12 mètres. Ouais, ils se mettent bien, quoi, les enseignes. Il y a toujours de l'abus. Un truc assez intéressant, parce qu'il est en plein développement, c'est les dispositifs publicitaires lumineux. Donc ça peut être les panneaux qui sont en permanence allumés la nuit, ou voilà, en soirée. Ça peut être les écrans, tels qu'on peut le voir avenue Ambroise Croizat. Il y a un écran qui peut changer, donc ça c'est un dispositif lumineux. Donc ça c'est 28% de la publicité des dispositifs qui ont été constatés. Donc ça c'est une tendance qui est en expansion, et il n'y a aucune règle dans le règlement local de publicité actuel. Ils sont soumis simplement au code de l'environnement. Donc gageons que dans le prochain règlement local, ça soit encadré, parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Je crois que un petit panneau publicitaire qui est allumé la nuit, ça consomme l'équivalent de 3 foyers tout au long de l'année. Enfin, la consommation d'électricité de 3 foyers. Et puis surtout en fait, moi ce que j'ai comme remarque là, c'est la publicité à nuit. Je veux dire,
si sur le moment on peut se dire ah bah tiens en journée on peut se dire ah bah tiens il y a la publicité là bah tiens oui je vais faire un tour et puis je vais m'acheter ça, bah la nuit non le magasin il est fermé, ça sert à rien de laisser une pub allumée donc, oui, puis ça peut être par rapport à la visibilité quand on conduit en voiture, avoir un énorme truc lumineux, est-ce que c'est vraiment pertinent d'un point de vue sécurité? Est-ce que ça peut pas détourner aussi attention justement du fait qu'on conduise sur Oui, tout à fait. Et donc il y a un autre point, c'est les enseignes. Donc les enseignes, hein, je le disais, hein, c'est ce qu'on peut voir qui indique de quel magasin il s'agit. Donc il y en a 700 en tout. Les enseignes, ça concerne beaucoup de choses. Hein. Ça va du petit coiffeur, du petit commerce à Naval Group. Naval Group qui a plusieurs mètres carrés. Donc c'est sur le territoire de l'Annester. On le voit depuis l'Orient, mais c'est aussi une enseigne. Et 9% de ces enseignes ne sont pas conformes au règlement actuel. Les deux tiers de ces enseignes dépassent du mur, par exemple, ce qui n'est pas autorisé. 75% de ces enseignes sont parallèles au sol, 16% sont scellées au sol. Voilà, il y a plein de caractéristiques techniques qui sont à prendre en compte dans l'élaboration du règlement local de publicité. Donc le groupe de travail qui est piloté par Rose Morelec, donc l'adjointe en charge de cette commission, a fixé un objectif politique très clair et là-dessus on les rejoint. Quand les choses vont dans le bon sens, ça vaut le coup de le souligner. Donc c'est réduire au maximum la publicité. C'est quelque chose qu'on avait évoqué brièvement au cours de la campagne, hein, parce que la publicité c'est un gaspillage d'énergie, c'est une occupation intempestive de l'espace, c'est du temps qui pourrait être consacré à d'autres choses et de l'investissement. Enfin, voilà, on va pas refaire le débat sur la publicité, mais voilà, donc on les rejoint là-dessus et c'est plutôt pas mal. Et pourquoi il y a de la publicité? Parce que donc les panneaux publicitaires qui sont dans les jardins, je l'évoquais tout à l'heure, des particuliers, ça rapporte quand même environ 3 000 € par an. Pour les particuliers. Voilà, pour le particulier qui met à disposition son jardin avec le panneau. Voilà, c'est un moment pour faire des choix aussi. Moi je me dis que si on supprime ces panneaux, ça rendra service à tout le monde, mais ça rendra aussi service aux gens qui ont ces panneaux dans leur jardin, parce que je peux en voir qui n'utilisent pas du tout l'espace qu'ils ont à disposition. Le panneau il prend une énorme place, on n'a pas envie forcément de se poser avec son transat ou de jardiner à côté d'un... Après ça, il faudrait quand même demander justement aux particuliers qui possèdent ça, parce que nous on peut pas, on peut pas vraiment se mettre à sa place non plus. On sait oui. Mais bon, voilà, à un moment il y a des choix qui vont être faits et cet apport. Mais ça permet de comprendre aussi pourquoi des gens acceptent d'avoir de tels immondices dans leur jardin. Quoi. Quand on propose 3 000 € par an, c'est pas négligeable. Quoi. Et bon, là-dessus, il faut agir plus globalement et ce règlement local le permettra en réduisant le nombre de panneaux dans une même rue. Donc, affaire à suivre. Donc, je le disais, un délai de 6 ans pour la mise en conformité au nouveau règlement local de publicité qui sera en vigueur à partir de l'année prochaine, enfin fin 2021 ou début 2022. Donc, pendant un an, de grandes choses pourront apparaître. Donc, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop d'abus. Mais bon, malheureusement, il y a du retard qui a été pris et c'est comme ça. Il y avait une question aussi par rapport à la publicité mobile, parce que c'est un nouveau type de publicité. Par exemple, un camion avec écrit publicité dessus, un camion qui se gare quelque part, qui reste là une semaine, il n'y a pas d'encadrement actuellement. Donc c'est à voir avec le bureau d'études qui travaille là-dessus. J'avais entendu parler aussi d'une voiture qui avait un énorme drapeau publicitaire. Donc, comment on encadre ça? Je pense que le chat a des réponses. Affaire à suivre. Voilà, le dernier point, ça va être le dernier point de la commission sur le plan local d'urbanisme. Il y aura un petit point d'information. Donc, il y a 2 modifications simplifiées qui seront appliquées au plan local d'urbanisme qui a été adopté l'année dernière. Oui. Donc c'est dû à la modification du SCOT. Mais il est très intéressé. Je pense qu'il a des choses à dire sur le sujet. Voilà, par rapport aux communes littorales, il y a quelque chose qui... donc le SCOT, c'est le schéma de gouvernance territoriale, donc c'est à l'échelle du Pays de Lorient. Donc Lorient agglomération, plus Blavet, Bellevue, Océan, et je crois qu'à part les communautés qui, de fait, rejoignent le SCOT, puisqu'ils sont dans le Pays de Lorient depuis peu. Et il y a une mise à jour des cartes de risque, notamment les risques d'inondation, le risque de gonflement de l'argile à proximité du SCORF ou du Blavet. Donc pour tout ça, il y a un budget de 10 000 €,
5 000 € de frais d'études. Les études, ça coûte cher, hein, c'est comme ça. 1 000 € de frais divers, parce qu'il y a plein de documents. Je ne vais pas détailler parce que j'en sais pas forcément plus. Et les 4 000 € d'évaluation environnementale qui ne seront pas nécessaires a priori. Donc ça coûtera peut-être que 6 000 €. Voilà, ce que je voulais souligner sur le plan local d'urbanisme, c'est que donc, les cartes d'inondation ont été mises à jour. Jusque-là, c'était les cartes de 2011, si je ne me trompe pas. Là, on a les cartes de 2019. Je me trompe peut-être sur les dates, mais en gros, ça a été revu au niveau national. Donc ces cartes sont consultables sur Géoportail. Enfin, si vous voulez les trouver simplement sur un moteur de recherche, ça devrait aller, mais Géoportail, vous pouvez voir les différentes cartes. Et ça me rappelle quelque chose qu'on avait mis en avant dans la campagne municipale, voilà, avec voilà, un petit mème donc sur l'impact du changement climatique hein, qui est commencé. Donc on a présenté cette petite carte qui montrait l'Annester, le contour de l'Annester à l'horizon 2050. Avec les inondations. Voilà, donc toutes les zones qui sont en rouge sur la carte qui seront soit la mer ira jusque-là, en l'occurrence le Scorff et le Blavet, soit seront soumis à de forts risques. Et ça, on a pu le constater il y a quelques semaines, je crois, près du Château du Diable. Il y a eu, alors, on a parlé de grande marée, mais bon, ça correspond un peu au risque d'inondation dont on parle. C'est en fait les grandes marées qui vont normalement devenir de plus en plus récurrentes et en fait qui vont grignoter petit à petit certaines surfaces. Et effectivement, à côté du Château du Diable, il y a la surface du Scorff qui est à ce niveau-là. En fait, augmente peu à peu et ça va être compliqué de se balader tranquillement sans avoir les pieds mouillés. Là, c'est une façon gentille de le dire, mais il y a aussi un impact plus important sur les maisons qui se trouvent à cet endroit-là. Voilà, je vous invite à regarder. Là, on voit clairement la base Susco des militaires, la mairie de l'Annester, le quai neuf. Les militaires, ils vont faire leur entraînement les pieds dans l'eau. Voilà, ça leur fera pas de mal. Non, je rigole, mais bon. Bon, après, il se trouve qu'on est sur un territoire quand même qui a été construit en partie qui a grignoté déjà un peu sur la mer hein, par rapport à la construction navale. Mais voilà, ça a été un avantage à un moment. Là, on va devoir faire face aussi à des aléas de plus en plus importants. Ça va toucher jusqu'à la zone commerciale hein, par ce petit bras là du Plessis, du Marais de la Gaudenne. Voilà, nous on est ultra attentifs sur le sujet. Donc quand ça se présente en commission, pas de grande surprise. Je voyais les élus, certains qui étaient un peu surpris. Ah oui, la mer va monter jusqu'à... à un moment, on a sorti ça. C'est pas comme si on l'avait prévenu au moment de la campagne municipale. Hein. Voilà, donc ça c'était en février, je crois ouais, c'est ça, en février, on avait sorti ce tract et puis on avait fait une petite conférence sur la collapsologie, le risque d'effondrement. Voilà, à un moment, la fin du monde ne va pas arriver comme ça d'un coup comme on peut le voir dans les films, ça va être progressif à l'échelle de notre vie, hein. On va voir l'eau monter. Comment on s'y prépare c'est pas en attendant que les cartes de l'État soient mises à jour ou autre, c'est aussi en consultant les travaux scientifiques du moment, notamment du GIEC, des compilations de documents. Parce que c'est sûr que sur une zone où justement il y a des cartes comme ça, qui affichent les zones qui vont être progressivement inondables, on n'entame pas des constructions sur ces zones-là, quoi. On peut prévoir à la rigueur d'autres choses temporaires, qui peuvent être temporaires sur plusieurs années, mais pas des habitations dures. Oui. Alors, soyez rassurés, hein, le quartier Périgot, voilà, il n'y aura pas de problème. C'est ce qui a été indiqué en commission. Moi, je serais un peu plus sceptique. Il y a déjà eu des réactions un peu, pas violentes, mais un peu virulentes de l'ancienne adjointe de cette commission, l'aménagement urbain, sur les réseaux sociaux. Elle a pu un peu dénigrer notre discours. Est-ce que c'est une bonne façon de fermer les yeux sur ce qui va nous arriver? Ou est-ce qu'à un moment, il vaut mieux prendre en considération les travaux scientifiques, quoi. Donc voilà, on se considère aussi un peu comme des lanceurs d'alerte, à notre petite échelle. Hein. En tant que simple citoyen, en tant que simple conseiller municipal, on vous dit, voilà, vous avez votre maison ici avec votre jardin. Est-ce que c'est durable? Je ne sais pas. Peut-être que si vous habitez là, vous aurez les moyens de déménager facilement.
Est-ce que les plus pauvres d'entre nous s'en sortiront de la même façon? C'est notre souhait, mais voilà, il y a un petit problème auquel on va faire face en tant que commune littorale. Parce que oui, il faut... Au bout d'un moment, en fait, même si on se dit, c'est dans 20, 30, 40 ans, faut aussi faire de la prévention du risque. S'il y a un risque, il faut prévenir les gens, il faut prévenir les populations comme quoi faut faire attention aux investissements à long terme, que certains sont à long terme, c'est pas forcément rentable. Après, bon, là on parle des inondations, il y a toutes sortes d'autres risques aussi qu'on pourrait aborder. Oui. Voilà, d'ailleurs, j'en profite parce qu'on parle de l'Anester, mais on a un voisin à Lorientais juste à côté. Je pense que ça va être sympa les rentrées scolaires dans les prochaines années pour le nouveau collège à Tréfaven. Parce que tu vois, en face non, je connais pas trop dessus. En face du quartier Périgot, pas loin de Bois du Château. En face du quartier Périgot, en fait, tu passes le pont Saint-Christophe sur la droite. Là, il y a des travaux en ce moment pour un nouveau collège qui fusionne le collège de Bois du Château et l'autre. J'ai plus les noms en tête. Bois du Château, c'était le Coutalaire et l'autre, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, un regroupement de collèges donc, où il y aurait potentiellement 800 collégiens. Les travaux ont pris du retard, c'est sorti dans la presse cette semaine, je crois, ils ne pourront pas faire leur rentrée parce qu'il y a des retards sur les travaux par rapport au confinement et tout. Mais bientôt, ils auront du mal aussi à aller en cours, sauf s'il y a un système de péniche qui se met en place, je ne sais pas. Bon courage à la municipalité lorientaise pour gérer le dossier, d'autant que ce n'est pas la majorité actuelle qui a engagé ça, et puis c'est le conseil départemental en fait qui a fait ce choix magnifique. Oui, les collèges dépendent. Voilà, les collèges, c'est le département, mais bon, il y a aussi une concertation qui se fait avec la commune et magnifique, n'est-ce pas? Voilà, bon, sur ce point positif, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour cette commission, sachant que là je rebaisse un peu le niveau. Le budget de cette commission sur l'urbanisme, c'est pour cette année autour de 62 000 € sur les différentes études qui sont à faire, par rapport au PLU, par rapport au règlement local de publicité qui a déjà été intégré, du coup il est déjà payé parce que ça a été anticipé quand même un petit peu, sur les frais de gestion de dossier et tout. Et donc on aura une prochaine commission en février, donc on pourra vous faire un suivi et on reviendra sur tout ça. Et on va passer à la conclusion. Et tout à fait, n'est-ce pas, Jacob? C'est la fin de cette émission, on espère que ça vous a intéressé. Oh oui Alex, moi ça m'a beaucoup intéressé. Donc on a vu 3 commissions ensemble, donc les coulisses de l'Anester. N'hésitez pas à laisser des remarques, des commentaires en dessous de la vidéo pour que nous on puisse s'améliorer et puis également donner votre opinion sur le concept. Voilà, mettez un petit pouce bleu. Voilà. Abonnez-vous sur YouTube, parce que cette émission n'est retransmise que sur YouTube, en exclusivité. Voilà. Commentez, mettez un petit commentaire, même si c'est juste pour noter votre passage, ça nous fera plaisir. Là, on aura un petit retour. Abonnez-vous à notre page Facebook. On est présent également sur Instagram. On fait quelques petites stories de temps en temps. Voilà. Si vous voulez rire un petit peu, il y a également Tabouille Direct. Vous pouvez nous retrouver dans un autre contexte, un peu plus décontracté. Voilà, donc à une prochaine pour une nouvelle émission. Et puis il y a le conseil municipal qui a lieu jeudi 17 décembre. Voilà. Donc nous on va tâcher de... Enfin, toi forcément tu y seras, mais moi j'ai tâché de le suivre. Voilà. Et puis si on ne se revoit pas, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, à bientôt. Salut.